Bonjour. Le 26 janvier 2022, le docteur James Ryan retrouve sa compagne Sarah Harris sans vie dans leur maison du Maryland. Il tente de la réanimer, mais n'y arrive pas. En larmes, il appelle la police. Montgomery County 911. My girlfriend, I think, overdosed. I'm trying to resuscitate her right now. And what is your first and last name? James Ryan. I'm doing chest compression. And is she breathing? She's not breathing. Juste après la police, les secours arrivent et tentent également de réanimer la jeune femme. Mais leurs efforts restent vains. Sarah est malheureusement partie pour toujours. Pas de doute, elle a été victime d'une overdose. Le rapport d'enquête est facile à écrire. La jeune femme était dépressive, overdose, point à la ligne. Dossier classé sur l'étagère numéro 6, au deuxième sous-sol. Affaire terminée. Mais il y a une chose troublante. La mère de Sarah ne croit pas du tout à l'overdose. Il y a quelque chose qui cloche. Et c'est elle qui va mener l'enquête pour révéler la terrible vérité. Nous sommes le matin du 26 janvier 2022. Sarah Harris, 25 ans, est allongée inerte sur le sol de la maison qu'elle partage avec son petit ami, le docteur James Ryan, un dentiste âgé de 48 ans. Le salon dans lequel elle se trouve est en désordre. Il y a des seringues sur le sol, des produits pharmaceutiques, des poches à perfusion, des traces de sang, une vraie scène de salle d'opération après une intervention d'urgence. Ryan, en pleurs, échange avec un des policiers. La conversation est enregistrée en vidéo et il explique aux policiers que tout se passait normalement la veille. And then she said you should probably go to bed because you're tired and you have to work tomorrow, so I did. What time did you go to bed? Probably about 10 or 11. Ryan avait déjà dit qu'il était médecin et qu'il pensait qu'il s'agissait d'une overdose. Encore une fois d'une overdose, car il a précisé que c'était déjà arrivé auparavant. Et il avait fait une réanimation cardio-pulmonaire qui avait ramené à la vie sa compagne. Ryan est bouleversé et continue d'expliquer aux policiers que sa petite amie volait des anesthésiants dans son bureau, notamment du propofol, anesthésique générale d'action rapide d'environ 30 secondes, de courte durée et permettant un contrôle facile du niveau d'anesthésie et un réveil généralement rapide. C'est ce produit qui est à l'origine de la mort de Michael Jackson. Sarah en prenait régulièrement. Ryan explique aussi qu'il l'avait déjà surpris plusieurs fois en train de s'injecter des trucs. Et puis il continue d'expliquer que sa compagne était bipolaire, qu'elle était parfois très heureuse, puis subitement qu'elle se mettait très en colère. Ce n'était pas facile pour lui de gérer tout ça au quotidien. Il l'avait épaulée du mieux qu'il avait pu durant ces derniers mois, mais il ne savait plus quoi faire pour l'aider. Ryan appelle la famille de Sarah le matin même pour annoncer la terrible nouvelle. Mais sa mère, Tina Harris, ne croit pas ce qu'il dit. Elle soupçonne immédiatement Ryan d'être responsable de la mort de Sarah. Elle arrive sur les lieux environ 20 minutes plus tard, s'engouffre dans la maison et fonce sur Ryan. Elle lui assène des coups, le frappe et lui crie dessus. Il a dit qu'il était allé se coucher, qu'il l'avait laissé seul sur le canapé et quand il était redescendu le matin, elle ne répondait plus. Les autorités affirment avoir trouvé des emballages de seringues, des garrots et des poches de perfusion à côté de l'évier de la cuisine, ainsi que des flacons de médicaments dans le sac à main de Sarah. Tina pense que c'est Ryan qui a arrangé les choses de cette façon pour que la scène soit sans équivoque. Elle déclare notamment qu'il voulait que cela ressemble à un suicide. Et il faut dire que Tina avait déjà des soupçons sur le dentiste. Ryan avait rencontré Sarah plus d'1 an auparavant, non pas en tant que petite amie, mais en tant que patiente, pour se faire extraire des dents de sagesse. Mary Fulginiti, ancienne procureure et avocate de la défense, a dressé un portrait du dentiste. Le docteur Ryan exerce depuis plus de 20 ans. Il a des qualifications incroyables, il est estimé et considéré dans sa communauté comme l'un des meilleurs dans son domaine.
Tina raconte que la première fois que sa fille a rencontré le docteur Ryan pour ses dents à l'été 2020, le médecin était professionnel. Mais elle se souvient avoir ressenti à l'époque une certaine curiosité malaisante lorsque son intérêt pour Sarah a semblé changer. Elle dit notamment que Sarah a commencé à recevoir des messages un peu plus légers du docteur. « Comment vas-tu » Elle répond « Je vais bien ». Il lui répond en évoyant des petits émojis. Tina a trouvé ce comportement un peu bizarre, mais elle a juste pensé à cet instant qu'il aimait juste utiliser des émojis, comme beaucoup d'entre nous le font. Et puis Ryan va endormir la vigilance de la maman en prétextant qu'il cherche à embaucher quelqu'un comme assistant chirurgical et que le profil de Sarah l'intéresse. Ryan, durant cette période, ne semble pas être une menace. Il est divorcé, certes, mais père de 3 enfants adultes et en ce moment, il entretient une relation avec une femme avec laquelle il a eu un bébé. À 47 ans, il a 2 fois l'âge de Sarah. On peut donc conclure qu'il voit Sarah comme une jeune femme qu'il apprécie comme un père. Ryan va convier la jeune femme à un entretien d'embauche. Pas besoin de CV, juste sa présence pour confirmer le recrutement. Sarah est embauchée. Tina est fière de sa fille, une nouvelle vie commence sous de bons auspices. Au début, Sarah aime son travail et tout est normal. Mais Tina raconte qu'à l'approche des vacances, un cadeau extravagant ravive ses soupçons. Ryan porte un intérêt pour Sarah plus que professionnel. Le cadeau extravagant, c'est un collier de diamants. Offre-t-on un collier de diamants à une assistante qu'on vient de recruter ? Tina parle à Sarah. « Ok ma fille, il est après toi. Tu dois clarifier les choses et dire stop à cette situation. » Sarah va faire le contraire. Au début de 2021, elle annonce à sa mère qu'elle a accepté un soir de dîner avec Ryan qui de son côté a mis fin à son autre relation et qu'elle entretient depuis plusieurs semaines une relation discrète pour ne pas dire secrète avec le docteur. Tina doit admettre qu'au début de leur relation, elle-même le trouvait impressionnant et que finalement, en mettant les choses en perspective, la réputation de Ryan, sa générosité, son statut social et son portefeuille sont des facteurs pouvant faire pencher la balance de la différence d'âge et nous concocter finalement une belle histoire d'amour. Une nouvelle voiture pour Sarah et toute la famille en voyage tout frais payé finissent par combler tout le monde. Surtout que Ryan passe du temps à courtiser Sarah sans oublier de séduire la maman. Il disait souvent à Tina « J'adorerais t'avoir comme maman. Sarah est tellement bénie de t'avoir. » On peut dire que tout se passait bien. Sarah et sa maman ont toujours eu un lien spécial. Elles étaient très proches. Proches également avec ses 3 frères et sœurs, en particulier avec Rachel, sa sœur aînée. À l'arrivée de l'adolescence, Sarah a connu des périodes difficiles. Comme beaucoup de jeunes, elle a essayé la drogue, peut-être parce qu'elle souffrait d'anxiété. Vers 14 ans, elle souffre d'ailleurs d'une première dépression. Et l'année de ses 15 ans, elle se sentait toujours déprimée. Pourtant, Tina affirme que Sarah était une excellente élève, toujours avide de connaissances et de compétences qui en découlent. Au lycée, elle apprend l'allemand, l'espagnol, le russe et la langue des signes. Durant ces années, elle se mettait beaucoup de pression, surtout avec ses notes. Après le lycée, elle commence à trouver ses repères en société et durant l'été 2018, alors qu'elle se trouve à un festival de musique, elle rencontre Henry Peterson. Ils semblent être faits l'un pour l'autre, discutent avenir, famille, enfants, deviennent émotionnellement inséparables et entretiennent une relation amoureuse. Problème, il habite à 7 heures de route du Maryland et la distance va les séparer petit à petit, inexorablement. Loin des yeux, loin du cœur, Henry met fin à la relation. 2 années passent et à 25 ans, Sarah se lance dans le mannequinat en participant à des concours de beauté. En 2020, elle remporte le concours Miss Maryland Petite. Elle est belle, elle a 24 ans, et l'année suivante, elle commence à fréquenter Ryan en secret et décide de vivre avec lui dans sa maison. Et c'est là que tout va partir en vrille. À la fin de l'été 2021, Tina raconte que Ryan dominait la vie de Sarah à tous les niveaux. C'était son boss, son petit ami, et elle vivait gratuitement dans sa maison. Mais au lieu de s'épanouir, Sarah semblait anxieuse, déprimée. Durant cette période, elle consulte un psychiatre qui lui pose un diagnostic. Sarah est bipolaire. Quelques semaines après, Tina constate que le teint de sa fille commence à changer et surtout elle commence à perdre du poids. Lors d'un voyage en famille à Key West en septembre, Tina raconte que, alors que Sarah dormait, Ryan, ivre, lui aurait révélé une vérité inquiétante. Il avait remarqué Sarah pour la première fois alors qu'elle n'avait que 14 ans.
Il avait l'habitude de voir Sarah se promener dans le quartier et jouer au parc avec ses amis. Puis il a découvert qu'elle travaillait dans un magasin de jouets, alors il emmenait ses enfants dans le magasin pour pouvoir la voir et il se souvient qu'elle s'était déguisée en Elsa de la Reine des Neiges et qu'elle ressemblait exactement à Elsa. Puis il déclare encore qu'il a ensuite découvert qu'elle travaillait dans l'un de ces restaurants du quartier et qu'il allait y dîner pour pouvoir la voir dans sa tenue de serveuse. Tina est sous le choc. Elle comprend que le docteur Ryan fait une obsession sur sa fille. Et ça, depuis plusieurs années. Lors d'un autre voyage en Floride, un mois plus tard, Sarah se comporte bizarrement. Elle porte un sweat ample à manches longues malgré la chaleur. Tina a l'impression qu'elle et Ryan se disputent tout le temps. Dans un échange avec sa mère, elle lui dit « Je le déteste, je ne veux pas être ici, je veux rentrer à la maison ». Un autre jour, lors d'un appel téléphonique du 28 octobre 2021, Tina voit dans toute sa splendeur ce qu'est devenu la vie de sa fille. Sarah a mis du temps à décrocher son téléphone. Elle pouvait à peine parler. Elle avait une voix pâteuse et des difficultés à articuler. Tina lui demande ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle répond simplement qu'elle est juste très fatiguée. Mais Tina semble que quelque chose cloche. Et avec Rachel, elles partent chez Sarah quelques minutes plus tard. Tina dira à une journaliste ces mots. « Nous sommes entrés en enfer ». Sarah ouvre la porte, elle sent mauvais, on dirait qu'elle ne s'est pas lavée depuis plusieurs jours. Elle a un teint horrible et n'a plus que la peau et les os. Tina observe sa fille et aussi la pièce dans laquelle elle se trouve. Des sacs à perfusion, des aiguilles traînent partout sur le sol, des seringues, des garrots, des empreintes de pas ensanglantées, des serviettes en papier ensanglantées, et il y a des drogues, des bouteilles et des fioles partout. Rachel les ramasse et les photographie. Mais n'y connaissant rien et dans son état de stress et de panique, elle ne regarde pas le nom des médicaments. Son objectif à cet instant est de faire sortir sa fille de cet endroit. Elle dira que Sarah a donné ce jour-là une explication innocente, bien que peu convaincante, à la présence de toutes ces fioles et ces sacs de perfusion. « Je suis juste déshydratée, maman. Il m'hydrate juste. » Il, pour Ryan. Tina lui répond qu'elle va le dénoncer, mais sa fille se met à pleurer. « Maman, tu ne peux pas faire ça, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Elle supplie sa mère qui attrape ses manches, les relève et constate les marques d'aiguilles et des bleus partout sur ses bras. Tina devient hystérique et oblige sa fille à revenir chez elle, sinon elle appelle les autorités. Elle accepte finalement et rentre au domicile familial. Mais quelques jours plus tard, Ryan convainc Sarah de revenir à la maison. Au cours des semaines suivantes, Tina dit que sa fille semblait aller mieux. Elle recommençait à cuisiner, à manger et même à aller à l'église. Mais le 3 décembre 2021, sa fille répond de nouveau au téléphone en bafouillant. Rachel, la sœur aînée, passe alors à l'action. Quand Rachel arrive, elle constate rapidement que c'est pire que la première fois. En fouillant au rez-de-chaussée, Rachel sort de nouveau son appareil photo et photographie des bouteilles et des fioles de médicaments, ainsi qu'un sac de sérum physiologique, une tige pour perfusion intraveineuse, des aiguilles pour perfusion et des empreintes de pas ensanglantées sur un tapis de cuisine. Elle est tellement bouleversée qu'elle repart sans parler à sa sœur. Quelques jours plus tard, c'est Tina qui revient à la charge et qui confronte le docteur James Ryan. Elle n'est pas d'humeur à accepter une autre explication. Elle dira « Je me suis juste penché vers lui et je l'ai giflé comme une bête en lui disant « Qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de tuer ma fille ?» Ryan a continué à insister sur le fait qu'il ne faisait que l'hydrater. Mais Tina n'arrive pas à le croire. Elle repart non sans l'avoir menacé de le dénoncer. Le lendemain, Ryan l'appelle et admet qu'il a fait plus que l'hydrater. Il a donné des médicaments à Sarah, mais seulement pour l'empêcher de se les procurer ailleurs. En gros, ta fille est une droguée, et pour éviter qu'elle aille se mettre en danger chez des dealers, je lui fournis le truc qu'il lui faut. Je la protège en quelque sorte. Tina est alors claire avec lui. Écoute, tu vas rompre avec ma fille ou j'appelle la police. Ryan doit feindre l'évidence. Il doit rompre avec Sarah. Mais les jours se transforment en semaines et toujours aucune rupture n'est actée. Après des mois de tension, Tina dira qu'elle ne pouvait plus continuer à se disputer avec sa fille. Chaque échange avec elle se terminait en larmes, en disputes et en incompréhension. Qu'est-ce qu'elle peut faire? L'enfermer? La faire enfermer dans un institut spécialisé? Tina la menace, mais Sarah lui répond que si elle fait ça, quand elle sortira, elle n'entendra plus jamais parler d'elle. Le chantage marche, et Tina, par peur de perdre sa fille, n'entreprend aucune démarche. C'est alors qu'un autre coup du sort ne va pas arranger la situation. Quelques semaines plus tard, une nouvelle tragédie frappe la famille Harris. Christopher, le frère de Sarah, âgé de 38 ans,
meurt d'une crise cardiaque. Tina doit partir dans le Montana pour signer les papiers qui autorisent de débrancher le respirateur artificiel, ce qu'aucune mère ne devrait avoir à faire. Sa mort est dévastatrice pour toute la famille. Sarah publie alors un message d'hommage à son frère sur Facebook qui va un peu faire polémique. « Jamais au revoir. Je te verrai bientôt, grand frère. » Seulement 18 jours après la mort de son frère, vers 8h30 le 26 janvier 2022, Tina et Rachel sont ensemble quand Rachel reçoit un appel de Ryan. C'est un FaceTime et la caméra pointe vers Sarah, par terre, avec la voix de Ryan en arrière-plan sonore qui répète sans arrêt en pleurs « Elle est partie ». Au moment de sa mort, Sarah ne pesait que 38 kilos, alors qu'elle en faisait 54 quand elle a rencontré pour la première fois le dentiste. Les policiers indiquent sur le rapport que les circonstances de sa mort sont indéterminées, mais laissent à penser que c'est une overdose. Ryan n'est pas arrêté car la police semble accepter sa version, selon laquelle Sarah, aux prises avec des problèmes de santé mentale, avait consommé trop de ces produits qui lui permettaient de s'évader. L'affaire est close. Tina, elle, sait que Ryan est responsable de la mort de sa fille. Ce n'est plus une intuition, c'est une évidence. Problème, elle n'a aucune preuve tangible de ce qu'elle croit dur comme fer. Et c'est sa ténacité, avec l'aide de Rachel, qui vont lui permettre de trouver les indices qui vont faire basculer l'enquête. Tina n'est pas la seule à avoir eu très vite des doutes sur la culpabilité du dentiste. 3 mois avant sa mort, Sarah laisse un message vocal à son ex-petit ami Henry Peterson. I just hope that you're happy that I'm with someone who truly, truly loves me. I've never trusted anybody as much as I've trusted the man that I'm with right now. Professionally, emotionally. You never let me in that way. Ils étaient restés en contact après leur rupture. Alors quand elle n'a pas répondu à son appel après janvier 2022, Peterson dit qu'il a eu un sentiment étrange et a décidé de faire des recherches sur elle. Il est tombé sur sa nécrologie. Il a alors appelé Tina pour lui dire qu'il n'avait jamais senti ce Ryan, l'homme en qui Sarah avait pourtant mis toute sa confiance. Il pensait farouchement qu'il était responsable de la mort de son ex-petite amie. L'intuition de Tina était donc partagée. De son côté, la police n'a pas fermé l'affaire comme scène de crime. La police a saisi des flacons de drogue, mais a laissé la maison sans surveillance. Tina explique que c'est parce qu'ils ont cru ce que Ryan leur avait dit sur la façon dont Sarah avait obtenu la drogue et comment elle l'avait prise. C'était simplement une overdose. Mais Tina savait que c'était plus que ça, même si elle ne savait pas comment le prouver. Rachel a dit alors à sa mère qu'elle trouverait des preuves qui pourraient confirmer leur intuition. Elle a décidé d'examiner l'ordinateur portable de Sarah pour voir s'il contenait des indices que les autorités n'avaient pas vus. Elle ne connaissait pas le mot de passe, mais elle connaissait bien sa sœur. Il lui a fallu donc quelques jours pour découvrir son mot de passe. Et en fouillant dans l'ordinateur, bingo! Elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Une quantité importante de messages échangés entre sa sœur et le docteur James Ryan. Les messages étaient remplis de références à des médicaments, comprenaient drogue, notamment un tranquillisant appelé diazépam, un anxiolytique prescrit dans le traitement de l'anxiété, et 2 anesthésiques chirurgicaux à action rapide, comme ceux que Rachel avait vus dans la maison de Ryan, le propofol dont on a déjà parlé, et la kétamine, un psychotrope utilisé comme produit anesthésique injectable qui est parfois également utilisé contre la dépression. Rachel a créé un classeur en y ajoutant des photos qu'elle avait prises. Elle a compilé plus de 200 pages de preuves. Côté enquête, le médecin légiste a rendu public le rapport d'autopsie de Sarah qui a révélé la présence de ces 3 mêmes drogues dans son organisme. Les recherches suggèrent qu'elles peuvent toutes créer une dépendance et qu'elles peuvent inhiber la respiration. Leur prise combinée peut être mortelle. En février 2022, Rachel confie son classeur à la police. Il finit par atterrir sur le bureau du détective Jan Yakowielo, un expert en enquête pharmaceutique. Après plus de 33 ans en tant que policier, Yakowielo approchait de la retraite. Il a décidé de venir seul un dimanche, le jour de son anniversaire, pour consulter le classeur et se faire une idée. Ce que le détective a vu dans le dossier de Rachel suggère que les policiers présents sur les lieux se sont trompés sur la mort de Sarah. La tragédie lui a sauté aux yeux. Lire les messages échangés entre Sarah et Ryan, c'était comme regarder un meurtre au ralenti. On pouvait voir Sarah mourir, souffrant dès les premiers mois de leur relation d'anxiété et de difficulté à dormir. Ryan proposa alors très vite à Sarah une solution rapide. « Je peux te faire une injection ? Ton anxiété disparaîtra complètement en 6 secondes.
Cela fonctionnera, essayons !» En lisant leurs échanges, vous vous rendez compte que Ryan avait déjà pris la décision de rendre sa petite amie dépendante aux médicaments. Et c'est lui qui lui fournirait. Au fil des mois, Sarah a bien sûr développé une dépendance à ces produits et aussi à l'habitude de demander à son petit ami de la nourrir. Sarah demande activement de la drogue et à aucun moment le médecin refuse. Et pour un médecin, son attitude est déroutante. Par exemple, en décembre 2020, il lui fait l'injection pendant qu'elle dort et ne procède à aucune surveillance. Rien. Nada. Et le détective enfonce le clou en faisant référence à cet échange qui a eu lieu la veille de la mort de Sarah. Comment la police n'a-t-elle pas pu voir l'évidence? Le détective explique qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il voyait réellement et que les policiers et les ambulanciers, qui sont souvent confrontés à des overdoses de drogues illicites, comme l'héroïne par exemple, ne le sont pas aussi souvent avec des drogues mortelles présentes dans la maison de Sarah, qui se font passer pour autre chose. Il y a une différence dans la culture collective entre les drogues et les médicaments. Selon Iacoviello, pour un œil non averti, les médicaments chez Sarah ressemblaient à des médicaments. Le matériel qui traînait dans la maison pouvait également prêter à confusion. Car en général, ce que l'on voit, ce sont des cuillères brûlées, du papier d'aluminium, des aiguilles, peut-être un lacet ou un cordon, ce genre d'accessoires liés à la drogue. Mais les seringues et la solution saline, les garrots professionnels et les emballages en plastique faisaient ressembler cet endroit à une salle d'opération dans une maison de banlieue chic plutôt qu'à une salle de shoot dans une maison abandonnée d'un vieux quartier. Avec l'appui du détective et de sa lecture des événements, le 22 mars 2022, près de 2 mois après la mort de Sarah, James Ryan est arrêté pour le meurtre de sa petite amie. Iacoviello n'a eu aucun mal à convaincre les procureurs de la cellule de lutte contre les addictions et les overdoses du comté de Montgomery, Jennifer Harrison, James Dietrich et Kimberly Cecil. Ryan était médecin, et même si les 3 procureurs étaient convaincus qu'ils savaient qu'il mettait en danger la vie de Sarah, ils n'avaient aucune preuve concluante qu'il avait l'intention de la tuer. Comment faire pour le condamner? James Dietrich a alors déclaré ceci: « Vous pouvez accepter que James aimait Sarah, mais cela n'excuse pas toutes les autres actions qu'il a entreprises et qui ont conduit à la mort de Sarah. » Les 3 procureurs décident donc d'accuser Ryan d'une sous-catégorie de meurtre au 2e degré, inconnu de beaucoup de gens. Il s'agit du depraved heart murder, littéralement en français meurtre par cœur dépravé. Je sais, en français c'est un peu bizarre comme terme. Les procureurs affirment que l'accusation ne nécessite pas de prouver que le tueur voulait réellement tuer sa victime, mais seulement qu'il savait que ses actes tueraient probablement sa victime. C'est toute la nuance de cette accusation. Si je prends une arme et que je tire au hasard dans une foule, je ne souhaite pas nécessairement que quelqu'un meure, et je ne m'en soucie pas d'ailleurs. Mais c'est un acte tellement grossièrement imprudent que quelqu'un risque fort de mourir. C'est un peu dans cet état d'esprit que le dentiste se trouvait. En plus de cette accusation, les procureurs ajoutent également à Ryan le chef d'accusation légèrement moindre d'homicide involontaire, ainsi que de 2 chefs d'accusation de distribution de drogue et d'un chef d'accusation de possession de drogue avec l'intention de la distribuer. Le procès s'ouvre le 16 août 2023, sans caméra. On a pu y entendre ceci. À huis clos, il menait une expérience médicale mortelle sur la patiente de 25 ans, devenue employée et devenue sa petite amie. Il volait des sédatifs dangereux dans son entreprise et les administrait à sa petite amie Sarah Harris. Même si le docteur Ryan suivait tous ses protocoles de sécurité dans son propre cabinet, il ne les suivait jamais chez lui en présence de Sarah. L'accusation dépeint Ryan comme un homme âgé et autoritaire qui a rendu sa jeune petite amie glamour accro à la drogue. Les procureurs affirment que la preuve de la culpabilité de Ryan réside en grande partie dans ses messages textes. Ryan a proposé de se débarrasser de l'anxiété de Sarah en 6 secondes, lui a dit qu'il lui avait donné de la kétamine pendant qu'elle dormait et la nuit précédant la découverte de son corps a apparemment accepté de lui ramener de la kétamine chez lui. On entend aussi durant le procès le témoignage d'une assistante sociale, Janice Miller, qui témoigne avec ses paroles. Elle était chimiquement dépendante de lui. Les drogues étaient le moyen par lequel il la contrôlait en s'assurant qu'elle ne quitterait
jamais la relation. Et le détective finit par ces mots, il a créé une toxicomane. Bien évidemment, le docteur Harris et ses avocats, donc la défense, ont soutenu que Sarah Harris avait peut-être joué un rôle très important dans sa propre descente aux enfers, suggérant qu'après avoir lutté contre sa maladie mentale, elle était quand même en train de perdre sa bataille contre l'anxiété, la dépression et l'addiction. La défense fait comprendre que Sarah a peut-être commencé à voler les médicaments elle-même, en accentuant auprès du jury pour qu'il soit informé de la publication sur Facebook qu'elle avait faite concernant le fait de revoir son frère décédé, entre parenthèses, bientôt. Mais le juge ne le permettra pas. La défense est toutefois autorisée à parler au jury d'un SMS que Sarah a envoyé à Ryan quelques mois avant sa mort, dans lequel elle écrit « J'ai perdu ma volonté de vivre ». Il y a un détail que le détective a mis en évidence et qui est très important et qui a certainement fait basculer la décision des jurés. Il affirme que les fioles de drogue trouvées dans le sac à main de Sarah étaient trop éloignées de son corps pour qu'elle puisse les avoir administrées elle-même. Ces médicaments agissent rapidement. Comment donc aurait-elle pu mettre tous les médicaments dans son sac à main, puis être allée s'allonger? Dans son état, c'était impossible. Et puis dans son état, elle n'aurait pas pu nettoyer la pièce. Quelqu'un d'autre l'a donc fait. Et qui d'autre a bien pu le faire? La défense, elle, soutient que les policiers ont mal géré la scène du crime, qu'il n'y a aucun moyen de savoir exactement ce qui s'est passé, y compris qui a administré la dose mortelle. Et pour couronner le tout, ils n'ont pas fait de test pour voir si l'ADN de Sarah ou ses empreintes digitales se trouvaient bien sur ces seringues. Les avocats de la défense veulent enfoncer le clou et appellent un ami qui a vu Sarah consommer de la drogue avant qu'elle ne commence à sortir avec Ryan. Mais la procureure Harrison rappelle quand même que même si Sarah avait déjà une consommation de drogue auparavant, le fait de lui donner de la drogue, c'était comme lui remettre une arme chargée. Comment le jury va-t-il voir les choses? Un témoignage va aussi faire pencher la balance. Le témoignage de Kyle Stevens, un ami de Ryan. Il présente son ami dentiste comme un gars plutôt droit et soigné. Mais quand il parlait de Sarah, au début, il semblait enthousiaste et excité, mais à un moment donné, il lui avait fait part de ses inquiétudes. Ryan avait demandé à Stevens quelle était la meilleure façon d'aider et de soutenir quelqu'un dans cette situation de dépression et peut-être de dépendance. Et sa question l'avait vraiment perturbé jusqu'au jour où son ami avait été arrêté et qu'il allait être jugé. À partir de cet instant, l'interrogation s'est installée dans la tête des jurés. Et après un procès long de 2 semaines, moins de 3 heures seulement sont nécessaires aux jurés pour prendre leur décision. Le 25 août 2023, ils reconnaissent James Ryan coupable du meurtre au 2e degré de Sarah Harris, puis également le condamnent pour homicide involontaire et trafic de drogue. Bien que les directives suggèrent une peine de 15 à 25 ans pour ce cas de meurtre commis par cœur dépravé, le juge a autre chose en tête. Ce tribunal a prononcé une sentence selon laquelle vous serez incarcéré dans la division pénitentiaire du Maryland pour une période de 40 ans. Si l'on ajoute à cela les autres chefs d'accusation, la peine totale s'élève à 45 ans de prison. Cette affaire est terrible parce que c'est une affaire psychologique et c'est une affaire d'emprise, c'est une affaire de pouvoir, c'est une affaire de pervers, de manipulateur. Quand j'ai commencé à travailler un petit peu sur cette affaire, je me suis vraiment imprégné du truc. Au début, je me disais, bon, il était amoureux, le docteur, et tout. Et en fait, ce gars-là a idéalisé un amour qu'il n'avait peut-être jamais eu l'occasion de vivre. Peut-être que c'était un amour qu'il pensait ne jamais vivre. Peut-être parce que il n'avait pas le charisme jeune, il n'avait pas le physique. Et en fait, le fait de rencontrer cette Sarah à 14 ans, il a peut-être idéalisé un amour virginal. Et cet amour vierge, il l'a fabriqué dans son esprit durant toutes ces années.
Et il a travaillé pour arriver à avoir ce premier contact avec cette Sarah. Il a vu une opportunité quand elle est venue enlever ses dents de sagesse. Et le fait d'avoir pu avoir une relation avec elle, il s'est dit, c'est pas possible, je peux pas louper, je peux pas passer à côté de ce rêve qui m'a rempli la tête pendant des années. Et en fait, il l'a manipulée et il a voulu la garder sous son emprise. Et pour ça, il a utilisé son statut social, son pouvoir, la possibilité d'accéder à des produits, des médicaments qui étaient en fait des drogues. Et ça lui permettait de garder justement Sarah jusqu'à la tuer à la toute fin. C'est une histoire triste, vraiment triste, surtout pour la maman qui perd d'un coup son fils, sa fille. Il faut vraiment être accroché pour survivre à ça. C'est toujours très délicat, en fait, une personne qui est sous une emprise de quelqu'un ou d'un produit ou d'une drogue, parce que Sarah était adulte, elle avait 25 ans. Comment elle pouvait, sa maman, l'extirper de cette situation? On voit ça de haut, on a l'impression que c'est simple, on la prend, hop, on la met dans un institut, mais en fait, c'était pas aussi simple que ça. Et c'est ça, en fait, que cette affaire veut nous montrer. Faites attention, du coup, à vous, à vos fréquentations, faites attention à votre entourage et soyez en alerte, parce qu'il peut y avoir des cas comme ça, et en fait, on ne se rend pas compte de ce qui arrive. En tout cas, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. C'est toujours un plaisir. Vous avez vu, j'ai changé le nom de ma chaîne. Ça devient Seb le vidéaste devient Les Histoires de Seb. J'espère que ça vous plaît. J'ai plein de choses qui vont arriver, des petites nouvelles. Je suis en train de construire tout ça petit à petit, au fil des semaines, au fil des mois. C'est un petit peu long, mais petit à petit, il va y avoir des changements. C'est que du positif. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous salue bien bas. À très vite pour une prochaine vidéo.